le seul à pouvoir parler littérature sur ce thème en ayant choisi des références que d'autres pouvaient deviner mais pas égaler, c'est bien évidemment Jean-Baptiste Thierry. Alors, la moitié a déjà été révélée, mais je vais parler de deux livres. Le premier, c'est Le Cercle de Dave Edgers, qui est un roman d'anticipation, une dystopie qui est parfaitement en ligne avec le thème du soir. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme, Mae Holland, qui intègre la plus grande société de services technologiques existante, qui s'appelle Le Cercle, qui est implanté sur un immense campus où les employés travaillent, où les employés dorment et où les employés vivent, qui est une entreprise qui a construit une hégémonie technologique sur un service qui s'appelle TrueYou. Alors l'idée est assez simple, c'est de fusionner l'ensemble des services accessibles en ligne sur un compte unique où l'anonymat est totalement rejeté, où chaque internaute interagit sous sa vraie identité. C'est un idéal de transparence qui aboutit, selon les dirigeants du cercle, à un monde censé être meilleur. Et l'histoire, c'est celle de la découverte par cette jeune fille, Mae Holland, d'une entreprise particulière qui va surveiller sa santé grâce à un bracelet connecté, qui va lui fournir ses loisirs, qui va l'héberger, qui va soigner ses parents, etc., etc. Alors, Le Cercle, il faut lire le livre parce qu'il y a une adaptation cinématographique qui est absolument catastrophique. Incroyable. Ça n'a rien à voir avec le livre, qui est vraiment horrible. Donc, vraiment, lisez le livre. Parce que dans le livre, on voit que cette transparence, elle aboutit à la binarité des opinions, à la disparition de toute nuance, au contrôle de tous par tous, à la consécration d'un monde que 1984 faisait qu'à peine effleurer. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait ce soir, c'est que toutes les innovations dans le cercle, elles partent toujours d'une bonne intention. C'est toujours, par exemple, permettre à tout le monde de découvrir le monde, mais en généralisant de manière outrancière la vidéosurveillance. C'est permettre la sécurité des enfants, mais en leur implantant une puce. C'est améliorer la santé et l'espérance de vie, mais en donnant évidemment accès aux données les plus intimes. Et de sorte que le lien social disparaît progressivement et les individus sont littéralement absorbés dans une servitude volontaire, une surveillance consentie dont ils sont l'objet. Alors, la force du roman, c'est de montrer au monde un monde réaliste où l'algorithme permet d'améliorer la vie de chacun, où la société est très apaisée grâce à l'interconnexion des individus, au culte de la transparence. Mais en réalité, ce cercle, c'est le symbole d'un fonctionnement autarcique de cette entreprise qui offre à tous ses employés tout, à condition que ces employés donnent tout à l'entreprise en retour. Ils vivent cercle, ils pensent cercle, ils mangent cercle. Le slogan de l'entreprise, c'est, je cite, « Les secrets sont des mensonges, partager, c'est aimer, garder pour soi, c'est voler ». Donc on a une spirale infernale avec un fantasme panoptique qui modifie profondément les comportements de tous. Le cercle, c'est un boulet qui maintient l'héroïne dans une servitude volontaire, ce que je disais précédemment, avec un roman qui est ponctué de chiffres complètement irréels, de followers. Alors l'auteur appelle ça des watchers dans le film, dans le livre, pardon, pour vérifier sa popularité, pour améliorer son classement, pour améliorer sa productivité. Et cette transparence, cette popularité, cette visibilité sont les seules raisons d'être d'un idéal social un peu évidemment détourné. Le monde du cercle, il tourne en rond évidemment pour ne rien produire d'autre que de la transparence. Et la force du roman, c'est de montrer qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de restaurer l'équilibre social, qui permettrait de restaurer l'équilibre social, c'est l'affirmation, je cite, de droits de l'homme à l'âge du numérique, qui est en plein dans le thème de la soirée du Letlo, le droit à l'anonymat, le droit à la disparition, le refus d'être mesuré, le refus d'être évalué, qui sont des règles qu'on a tendance à un peu négliger et qui rendent ce roman particulièrement crédible.
ce qui en fait un roman particulièrement précieux. Et puis le deuxième roman, c'est celui que Ludovic a un peu esquissé tout à l'heure, évidemment, Les Furtifs d'Alain Damasio, puisqu'il a été question d'Alain Damasio, qu'on entend beaucoup s'exprimer en ce moment. C'est le dernier roman d'Alain Damasio qui crée un monde qui n'est pas nouveau dans ce roman, c'est-à-dire une société de classe organisée informatiquement. Là encore, où la transparence permet un asservissement consenti de tous les citoyens, asservissement qui est en plus entériné par le droit, une dystopie qui prend pour point de départ la privation de tout, ce qui est un sujet qui était cher à Alain Damasio. Et Damasio, dans Les Furtifs, il déroule son admiration pour la résistance libre à l'invasion omniprésente d'un secteur marchand, avec des descriptions d'assauts libertaires qui transforment des actes de rébellion vraiment en forme artistique, ce qui rend le roman magnifique. Mais Les Furtifs, c'est bien plus que la dénonciation de l'ultralibéralisme. D'abord sur la forme, parce que c'est vraiment un roman avec une langue qui est bouleversante. Pour ceux qui ont déjà lu La Horde du Contrevent, il poursuit l'exercice choral qu'il avait initié dans La Horde du Contrevent, mais il le poursuit en le reprenant et en l'amplifiant. Chaque personnage dans Les Furtifs a une typographie propre, a une expression propre, a des néologismes propres, où Damasio fait preuve vraiment d'une invention littéraire sans limite. On se sent limité par la langue classique et il est obligé d'amplifier sémantiquement la langue pour magnifier l'expression des émotions, ce qui donne vraiment des pages bouleversantes et sans doute parmi les plus belles pages de la littérature sur ce que peut être l'amour d'un père pour son enfant ou la relation charnelle entre deux personnes. Mais c'est pas que ça, Les Furtifs, parce que c'est aussi une réflexion assez profonde sur l'humanité, sur la réflexion à l'autre et sur la réflexion sur la relation entre l'humain et l'environnement. L'histoire, alors elle est complexe, je ne peux pas la résumer là, c'est la recherche d'animaux, d'êtres un peu particuliers, dont l'existence même est remise en doute par les personnes qui n'ont jamais pu les approcher. Ce sont ces furtifs. Ces furtifs, ce sont des créatures qui sont tellement invisibles qu'elles se figent à l'instant même où on les voit. Elles se transforment en céramique dès lors qu'elles sont aperçues par un œil humain. Et le héros, l'un des héros, c'est Lorca, qui intègre une brigade militaire qui est chargée de la traque de ces furtifs. Et le lecteur découvre en même temps que Lorca la spécificité de ces êtres, et on va découvrir évidemment au fur et à mesure qu'ils ne sont pas uniquement des animaux, qu'ils sont également du son, qu'ils sont également de la musique, qu'ils sont également de la littérature, qu'ils sont également des artistes, et qu'ils apparaissent quand l'humanité est asservie. Ils sont une sorte d'expression physique de ce que sont la liberté et l'insoumission. Ce sont des personnifications animalières de la résistance. Ce n'est pas juste une curiosité biologique. Ils appellent profondément, c'est ce que Damasio fait, à une redécouverte du sens de la vie. Alors, la force du roman de Damasio, c'est qu'il part d'un constat qui est dystopique, qui est profondément triste et malheureux, mais qu'il dépasse très très rapidement cette étape pour montrer que le monde comporte évidemment plusieurs degrés de compréhension. Il ne va pas jusqu'à construire une utopie, mais il interroge le rapport de chacun à son environnement. Il cherche à magnifier ces êtres que sont les furtifs, et il interroge les frontières même de l'humanité en dépassant un raisonnement anthropocentré. Il préfère justement inviter à une forme d'abandon de l'anthropocène, et il démontre que l'humain n'est qu'une partie d'un tout et qu'il faut sortir et réfléchir à sa relation à l'autre et à son environnement en partant d'une réflexion sur les données personnelles. C'est pour ça que c'est un roman très précieux. Faut-il voir dans le très précieux une invitation à faire fi de toute sonorité et feu de tout bois, mon cher Jean-Baptiste?